Si tu ne mets pas dès aujourd'hui les bonnes stratégies en place, tu peux te retrouver à 40 ou 50 ans avec un business dans lequel, au-delà d'être un entrepreneur, tu es en réalité comme un salarié dans ta propre boîte. Caméra. Comme tout le monde, tu connais sûrement un entrepreneur, 40, 50 ans, ça fait longtemps que son business tourne, pas mal de succès. Mais par contre, si il ou elle part pendant 3 mois, son business ne peut pas tourner. Moment de famille à part, voyage, naissance, mariage, il ou elle a du mal à le faire pleinement parce que tout le monde ne compte que sur sa présence pour pouvoir faire tourner les activités. Quand tu demandes à ces entrepreneurs chevronnés qui ont eu beaucoup de succès pourquoi ils en arrivent là, tu te rends compte que c'était déjà un mindset qu'ils en avaient à leur deuxième ou troisième année d'activité. Un salarié, quand il rentre en entreprise, il a déjà un plan de carrière plus ou moins défini dans l'entreprise. Tu rentres junior, au bout de 3 ans, tu deviens senior, au bout de 3 ans, tu deviens manager, au bout de 3 ans, tu deviens ceci, cela. Donc en fait, ils ont déjà des jalons. La plupart des entrepreneurs rentrent dans l'entrepreneuriat en se disant, je vais subir. On planifie la croissance financière, mais on ne planifie pas très souvent les différentes étapes organisationnelles et managériales de son entreprise. Au bout de 1 an, on ne dort pas, on ne mange pas, on n'a pas de vie de famille, on ne travaille pas pour vivre, mais on vit pour travailler. Au bout de 3 ans, on rebelote. Au bout de 5 ans, on rebelote. Et après, on se retrouve à 20 ans de carrière entrepreneuriale et on est toujours dans la même situation. Tout ça, c'est en fait la mise en place d'un vrai projet de vie entrepreneuriale, d'une vraie carrière qu'il faut planifier dès le jour 1. Il n'est pas trop tard pour avoir cette discussion et cette réflexion aujourd'hui. C'est le but notamment de cette vidéo. Quel type de management j'ai envie qu'il soit déjà en place au bout de 3 ans? Quelles sont les tâches que je n'aimerais plus être en train de faire dans 3 ans? C'est bien beau de parler de ça, mais comment on fait ça? Je regardais une vidéo d'un entrepreneur qui s'appelle Vuzi Tembekwayo. Il analysait le système de management de Jésus. Et il disait qu'en gros, Jésus avait 3 apôtres favoris. Après ces 3 apôtres favoris, il y avait la liste des 12, donc les 12 que tout le monde connaît. Au bout des 12, il y avait les 70. Au bout des 70, il y avait la foule. C'est un peu l'idée. Et je me suis rendu compte que c'était un type de fonctionnement ou de structure qui représentait bien en fait l'organisation hiérarchique qu'il faut déployer dans une boîte. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de l'avoir découvert par un hasard complet parce que j'ai 2 associés extraordinaires et a commencé à mettre en place ces briques d'organisation. Ce qui fait que, hormis les périodes de grosses crises ou les périodes là où il y a vraiment des gros problèmes organisationnels, on peut chacun d'entre nous s'absenter 2 mois ou 3 mois sans que la boîte ne tombe. Par contre, après avoir regardé cette vidéo de Vuzi, j'ai pu avoir en fait un framework précis qui peut permettre de représenter les jalons à remplir dans la structure organisationnelle et c'est ça que je vais vous présenter dans la fin de cette vidéo. Le bas de la pyramide, c'est vraiment ce que j'appelle la foule. Ils viennent avant tout pour manger et pour avoir leurs besoins primaires satisfaits. Ce sont vos employés basiques parce qu'ils veulent avoir leur salaire qui est payé à la fin du mois, parce qu'ils ont besoin de leur ticket restaurant. Ça, c'est vraiment la foule. C'est pas nécessairement en termes de priorité la première chose qu'on déploie. Ce sont vraiment littéralement des mercenaires. Ils viennent, il y a une mission à effectuer. Tant que le projet leur a pas semblé trop dégueulasse, ils effectuent la mission, ils ont fini la mission, ils récupèrent leur argent, ils partent vers d'autres aventures. Il en faut dans toutes les boîtes et c'est les plus faciles à recruter. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des tâches très claires et très précises à leur donner et vous permettre de pouvoir respirer pendant quelques heures par jour. Si vous n'avez pas de sbire, les moments où vous êtes fatigué, les moments où vous n'avez pas d'énergie, le moment où il y a un souci familial particulier ou ainsi de suite, votre boîte n'avance même pas parce qu'il n'y a personne à qui vous pouvez appeler 2 heures par jour ou 1 heure par jour pour lui dire voilà ce que tu vas faire dans la journée d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas partir de la boîte, mais tous les jours, vous pouvez prendre votre téléphone et lui dire voici les tâches du jour et ces gens vont pouvoir faire les tâches du jour. Et encore une fois, sbire pour moi, c'est pas un terme péjoratif. Sbire, c'est vraiment, pour moi, c'est des mercenaires. Au-dessus, directement, après les sbires ou après les employés classiques, il te faut des cadres. Les cadres, ce sont des gens pour lesquels vous n'avez pas besoin de leur expliquer comment faire leurs tâches morceau par morceau. Ils sont capables de délivrer du résultat sans avoir une fiche ultra détaillée des tâches à faire. Leur niveau d'implication n'est pas le même que celui d'un employé classique. Ils sont dans l'entreprise avec l'ambition de pouvoir aller plus loin, de pouvoir devenir plus grand, de pouvoir monter à d'autres niveaux d'échelon de l'entreprise. Ce sont des gens qui pensent croissance, qui pensent carrière et qui ont compris que la croissance de leur carrière dépend de l'impact qu'ils vont avoir dans l'entreprise. Tu veux avoir très vite des cadres dans ton entreprise parce que les cadres te libèrent beaucoup de temps. L'autre avantage, c'est que les cadres gèrent les sbires. Un cadre doit être capable de prendre une tâche, exprimer simplement que tu lui as donné, dire au sbire, voilà ce qu'on veut faire. Pour le faire, on va faire en étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6. Donc, tu vois déjà qu'on était au niveau bas de l'échelle, là où tu avais mis en place dans ton entreprise des sbires, tu enlevais 1 à 2 heures de travail par jour. Les cadres peuvent te permettre de n'avoir aucune directive à donner pendant 2 semaines, de pouvoir fermer ton téléphone pendant 1 semaine. Dans les grosses entreprises, ou en tout cas dans les entreprises un peu plus grosses, les cadres ont un certain niveau d'enveloppe de travail.
Ils peuvent dépenser par exemple jusqu'à 100 ou 200 euros dans ton entreprise sans avoir besoin de demander la permission parce qu'ils ont la possibilité d'acheter des trucs, ainsi de suite, par exemple. Comment tu considères les prestataires, par Et exemple? décider. Des espions? Ouais. Tu peux fonctionner avec des prestataires, mais je ne peux pas assurer qu'ils vont te mettre en priorité vis-à-vis de leurs autres projets, par exemple, tu vois. Donc là, ça devient un peu compliqué de faire avancer la balle en termes de timing. Encore une fois, ici, on parle de PME, TPME, petite structure, et l'objectif, c'est ici d'empêcher que tu te retrouves à 45 ans à gérer une boîte pour laquelle tu n'as pas un minimum de structure qui te permet de prendre ta retraite. Bien sûr qu'on peut multiplier les étapes intermédiaires si on va au niveau des multinationales ou ainsi de suite, mais ce n'est pas le discours ici, on se connaît. C'est-à-dire que beaucoup peuvent mettre en place le bas de l'échelle, aucun problème. Beaucoup vont mettre en place les cadres, ça commence à coûter un peu cher, mais ça va. Par contre, mettre en place la core team, le core management qui va pouvoir toucher les sujets sensibles, ouh là 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 là, dans les PME et les TPME, ça devient compliqué de lâcher du lest là-dessus. Pourquoi? Quand tu trouves des gens qui vont être dans ton core management, ce sont les gens qui ont accès à un certain niveau de secret technique de ta boîte. On va appeler Jésus avec ses 12 apôtres. Dans cette zone-là, il y a Judas dedans. Tu vois? Donc, il y a le traître dedans. Si tu as dans ton équipe une personne qui, si elle part, si elle est malicieuse, elle peut partir avec des clients, de l'argent, soit des secrets business, elle peut potentiellement faire couler le business si elle part. Cette personne-là fait partie de ton core management. Et il faut avoir un core management en place. Tu me dis, mais attends, le risque est énorme. Si on peut partir avec la caisse. Si tu as quelqu'un qui gère toute la comptabilité, bien sûr, il peut te douiller. Si tu as quelqu'un qui gère tout le RH, il peut partir avec tes 10 meilleurs éléments en leur proposant plus de salaire et en allant les vendre à une autre boîte. Donc, c'est un niveau là où tu en as besoin d'entreprise parce que ces gens gèrent des choses tellement importantes, ils te déchargent d'un gros poids. Et quand tu as cette team-là en place, tu peux potentiellement partir un mois et demi, sans qu'il y ait trop de problèmes dans ton équipe. On pourra parler dans une autre vidéo de comment se protéger du slash des traîtres qu'il peut y avoir dans les boîtes, mais c'est quelque chose de très important. Parmi les 12 qui sont tes disciples favoris ou parmi ton core management, il y a peut-être une personne ou deux personnes ou trois personnes auxquelles tu pourrais donner ta boîte les yeux fermés sans que ça ne pose problème. C'est vraiment des gens auxquels tu peux faire le plus confiance et c'est à eux que tu confies les choses les plus sensibles. Les clés de la caisse de sécurité, si tu veux, lorsque tu pars. Bien sûr, à tous les niveaux intermédiaires, la quantité d'argent que la personne est capable de dépenser sans avoir besoin de te demander la permission doit pouvoir aussi augmenter. Peut-être que les cadres ne peuvent dépenser que 100 euros dans ta boîte sans demander la permission. Dans ton core management a la possibilité de dépenser peut-être jusqu'à 500, 600 000 euros sans te demander la permission explicite. Ils doivent justifier après coup, mais sur le moment, ils n'ont peut-être pas besoin de te demander parce que ça leur permet de fonctionner, d'acheter des logiciels, de faire ceci, de faire cela. Ceci, ce sont les choses qui vont empêcher qu'on te dérange tout le temps. Comment tu veux qu'ils puissent fonctionner pendant que tu es en vacances pendant 3 mois s'ils ne peuvent même pas dépenser 10 euros pour un logiciel, 30 euros pour ceci, arranger un problème à 500 euros ou autre? Ça n'a aucun sens. Donc, si je récapitule, la base, tu peux faire une semaine téléphone éteint grand max et encore. Les cadres peuvent économiser 2-3 semaines téléphone éteint. On passe au niveau des 12. Les 12 peuvent économiser un mois et demi téléphone éteint. Si tu as une team de 3, les 3 peuvent t'économiser 2 mois à 3 mois téléphone éteint. Et si tu as une team vraiment efficace, même 6 mois téléphone éteint. Tout au-dessus, c'est le niveau où tu as toi avec tes associés. Plus tu vas avoir d'associés efficaces, plus tu vas pouvoir t'absenter 6 mois à 1 an de ton business sans que ça ne pose problème. L'autre choix, c'est d'embaucher un CEO qui va être le gestionnaire et toi, tu te pointes juste une fois tous les, je sais pas, 2 mois ou alors pendant 1 heure tous les mois pour faire une réunion de copilotage rapidement. Mais voilà, généralement, il peut gérer ta boîte. Tu pars en vacances pendant 6 mois, 1 an sans que ça ne te pose problème. Tu regardes les chiffres sur ton tableau de bord et tout tourne bien. Et encore une fois, comme j'ai dit dès le début, l'état de ton business au bout de 3 ans donne déjà le ton de à quoi ça va ressembler au bout de 20 ans de ce business-là. Voilà. C'était un peu long, j'espère que ça a donné quelques pistes pour ne pas se retrouver esclave de son business à X temps. Le plus vite tu peux mettre en place tout ça, le mieux c'est. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Ciao.